Depuis, je ne suis plus aussi certain de la solidité ou de la permanence de ce qu'on appelle la réalité. Je suis revenu à mon ordi, je me suis assis comme d'habitude, j'ai tapé mon mot de passe, l'écran a commencé à charger, rien d'étrange. Puis, en baissant les yeux, j'ai vu le câble d'alimentation, posé là, débranché. L'ordi n'était pas sur batterie. Il n'y avait même pas de batterie. C'était une tour. Aucun moyen qu'elle fonctionne sans être branchée au secteur. Et pourtant, elle s'était allumée, m'avait laissé entrer le mot de passe, avait commencé à charger le bureau. Je suis resté là, figé, l'esprit vide, à fixer la prise restée au sol. Je l'ai rebranchée, bien sûr. J'ai vérifié tous les branchements, redémarré, testé. Tout était normal après ça. Mais ce moment, cette minute de fonctionnement sans courant, reste inexpliquée. Je ne sais pas si ça entre dans la même catégorie que les autres histoires, mais il y a un truc qui m'est arrivé avec ma copine de l'époque, qu'on va appeler Suzanne, et qui me laisse encore perplexe aujourd'hui. On était ensemble depuis environ 2 ans. Une nuit, je fais un rêve plutôt intense. J'étais dans ma chambre, chez ma mère, où je vivais à ce moment-là. Et j'étais en train de coucher avec mon ex. C'était explicite, sans retenue. Dans le rêve, je savais très bien que je trompais Suzanne, mais ça ne me dérangeait pas. Puis, pendant l'acte, je tourne la tête vers la fenêtre de ma chambre, celle qui donne sur la terrasse à l'arrière, et là, je vois Suzanne. Elle était dehors, elle nous regardait. Elle pleurait, figée, comme si elle venait de recevoir un coup au cœur. C'est là que je me suis réveillé. Ça m'a marqué, mais sur le moment, j'ai mis ça sur le compte de la culpabilité refoulée ou d'un rêve étrange sans importance. J'ai tout simplement balayé ça de l'esprit. Quelques jours plus tard, on traînait ensemble dans ma chambre, comme souvent. On parlait de tout et de rien, quand elle me dit qu'elle a fait un rêve bizarre. Elle commence à le raconter. Et ce qu'elle me décrit, c'est exactement mon rêve. Mot pour mot. Sauf que cette fois, c'est vu de son point de vue. Elle est dehors, dans la nuit, regarde par la fenêtre, et me voit avec une autre fille. Elle est dévastée, incapable de détourner les yeux. Elle se souvient même du détail du rideau à moitié tiré. 2 rêves, la même nuit, décrivant la même scène, vécue de 2 points de vue. Rien de tout ça n'a jamais eu lieu dans la réalité, et pourtant, on l'a tous les deux vu, chacun à notre manière. Je ne sais pas ce que c'était. Un rêve partagé ? Une sorte de connexion mentale ? J'en ai aucune idée. Mais je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi troublant depuis. Je faisais l'idiot sur les rambardes du balcon au 4e étage de mon immeuble pendant que 2 potes me regardaient, mi-amusés, mi-inquiets. J'escaladais comme un singe, défiant le bon sens et la gravité, quand j'ai perdu l'équilibre. J'ai basculé dans le vide. Je me souviens distinctement de la chute, la tête la première vers le béton. Le sol montait à une vitesse folle, et au lieu de penser à ma vie qui allait défiler, je me suis dit « Merde, je vais me casser le poignet ». Pourquoi le poignet, va savoir. Puis, plus rien. La suite est floue, ou plutôt, absente. Ce n'est qu'en entendant mes 2 amis hurler depuis là-haut, paniqués, que j'ai repris conscience de la situation. Ils criaient « Ça va ? T'es vivant ?» Je leur ai répondu en regardant vers eux, un peu sonné « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils avaient couru jusqu'en bas, persuadés d'avoir vu leurs potes se tuer sous leurs yeux. Sauf qu'en arrivant, j'étais déjà debout, les regardant. Ils n'avaient pas vu l'impact. Rien. Comme si le moment précis où je touchais le sol n'avait pas eu lieu. Lors d'une ponction lombaire, j'ai été placé sous anesthésie. Pendant que j'étais inconscient, j'ai vécu ce que je ne peux décrire autrement qu'une expérience hors du corps. Mon point de vue s'était déplacé, comme si je flottais au-dessus de la scène, observant tout ce qui se passait en contrebas.
Je voyais clairement mon propre corps, allongé, immobile, tandis que l'équipe médicale procédait. Je me souviens distinctement avoir vu le médecin frôler la table en passant. Mon Game Boy, que j'avais posé là avant la procédure, tomba sur le sol. Le choc éjecta les piles dans deux directions opposées. L'une roula à découvert et le médecin la ramassa sans y prêter grande attention. Mais l'autre roula sous le lit, juste à côté de la roue avant gauche. Invisible pour lui, mais pas pour moi. En me réveillant, encore embrumé par les effets de l'anesthésie, je lui ai indiqué où se trouvait la pile manquante. Il s'est penché, l'a trouvée exactement là où je l'avais décrite, et m'a regardé avec des yeux ronds. Il n'a rien dit tout de suite. Peut-être qu'il essayait de trouver une explication rationnelle. Mais il y avait un silence dans la pièce, comme si, pendant une fraction de seconde, même lui ne savait plus très bien où placer les limites entre ce qui est réel et ce qui ne devrait pas l'être. Une fois, j'ai fait un rêve où je me noyais. L'eau montait dans mes poumons, mes bras étaient lourds, mes pensées flottaient au bord de l'abandon. Juste au moment où j'allais lâcher prise, une voix m'a tiré hors de là. Quelqu'un m'appelait. C'était mon téléphone. Un ami me proposait d'aller surfer. J'ai dit oui, presque par réflexe, encore à moitié dans le rêve. Quelques heures plus tard, on était à l'eau. Tout se passait bien au début, jusqu'à ce qu'un set de vagues beaucoup plus gros arrive. Mauvais timing. Je me suis retrouvé pris dans la mousse, roulé, aspiré, relâché, puis repris. Plus je luttais, plus je me fatiguais. Il y a eu un moment où j'ai vraiment cru que j'allais pas remonter. L'eau me compressait, chaque seconde plus longue que la précédente. Quand j'ai finalement réussi à revenir sur le rivage, je suis resté allongé dans le sable, incapable de bouger. Et tout m'est revenu. Le rêve. Le moment exact où j'étais sur le point de me noyer dans mon sommeil, et cette voix qui m'avait sorti de là. Je suis resté là, tremblant, la peau brûlée de sel, en me demandant si j'avais été prévenu. Si ce rêve n'avait pas été juste une coïncidence, mais un avertissement, ou même une répétition. Un matin, j'avais 15 ans, et j'ai remarqué que mon père avait l'air épuisé, tendu. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il a soupiré, puis m'a dit qu'il avait fait un rêve affreusement réaliste. Dans ce rêve, il entrait dans ma chambre et me trouvait pendu dans le placard. Il a ajouté qu'il s'était réveillé tellement bouleversé qu'il était venu vérifier si j'étais bien vivant, pendant que je dormais. J'ai haussé les épaules à l'époque, je ne voulais pas trop y penser. C'était bizarre, mais bon, les cauchemars arrivent. 20 minutes plus tard, ma sœur est arrivée dans la pièce, encore groggy de sommeil. Elle m'a regardé et, sans préambule, m'a dit « C'est trop bizarre, j'ai fait un rêve cette nuit. J'entrais dans ta chambre, et tu t'étais tiré une balle dans la tête. C'était grave chelou. » Je l'ai fixé sans rien dire un moment, puis je lui ai raconté le rêve de papa. Il était toujours là, alors je lui ai demandé de le répéter lui-même. Il l'a fait. Même ton, même gêne. On est restés là tous les trois, figés, incapables de trouver quelque chose d'intelligent à dire. Ce n'était pas juste une coïncidence étrange. C'était plus viscéral que ça. Comme si quelque chose avait frôlé notre réalité cette nuit-là, quelque chose qu'on n'avait pas invité. Je n'ai jamais eu de pensée suicidaire. Mais cette journée-là a mis tout le monde à cran. Ma mère m'a regardé d'un autre œil pendant des jours, mon père est resté silencieux, et ma sœur évitait ma chambre. Pendant un temps, j'ai dormi la porte ouverte. Vers 2003 ou 2004, ma mère m'a raconté un rêve qu'elle avait fait. Ce n'est pas quelqu'un de superstitieux, elle ne croit ni aux fantômes ni aux histoires surnaturelles. C'est une femme rationnelle, terre à accent grave terre, et elle ne raconte jamais d'histoire pour les enjoliver. Mais ce rêve-là, je ne l'ai jamais oublié. Elle rêvait qu'elle était dans notre jardin, en train d'étendre le linge sur la corde. Une matinée tranquille, apparemment ordinaire. Puis, à travers les arbres, un homme est apparu.
C'était un vieil ami de la famille, très malade à ce moment-là. Un cancer des poumons l'emportait lentement. Mais dans ce rêve, il marchait droit, le visage reposé, souriant. Il portait un uniforme de pilote, impeccable, comme sorti d'un souvenir. Ma mère, étonnée, l'a appelé « Oh mon Dieu, tu as l'air en pleine forme. Qu'est-ce que tu fais ici ? Viens, viens me parler. » Il lui a répondu sans s'arrêter « Je suis juste venu te dire au revoir. Et te dire que je vais beaucoup mieux. Mais je ne peux pas rester. Je dois partir. Au revoir. » Puis il a continué son chemin, a traversé le jardin et a disparu derrière les arbres. Ma mère s'est réveillée aussitôt, bouleversée sans savoir pourquoi. Elle a regardé l'heure, 5h23. Rien d'autre ne s'est passé sur le moment. Plus tard dans la journée, elle a reçu un appel de sa femme. Il était décédé dans son sommeil, à l'aube. L'heure officielle du décès, 5h23. Elle ne m'a jamais reparlé de ce rêve. Elle ne l'analyse pas, ne cherche pas à lui donner un sens. Mais quand elle l'a raconté, elle l'a fait avec un calme étrange, comme si quelque chose s'était définitivement refermé ce matin-là. Quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé d'avoir quelques épisodes de déjà-vu. Étranges, troublants, mais jamais bien graves. En revanche, ce que j'ai vécu il y a quelques années dépasse de loin ce genre d'impression. C'était tout l'inverse. On appelle ça le jamais vu, et je ne savais même pas que ce phénomène existait jusqu'à ce qu'il me tombe dessus. J'étais en voiture, pas loin de chez moi, sur des routes que j'avais empruntées des centaines de fois. Rien d'inhabituel dans la météo, pas de distraction particulière. Et soudain, tout s'est vidé de sens. Je ne reconnaissais plus rien. Ni les bâtiments, ni les panneaux, ni même la route sous mes roues. J'avais l'impression d'avoir été projeté dans un pays étranger où tout ressemblait vaguement à chez moi, mais où rien n'avait de nom. Ça a duré peut-être 5 ou 6 secondes, mais c'était suffisant pour que mon cœur s'emballe. Je conduisais au ralenti, comme si je redécouvrais le monde pour la première fois. Puis tout est revenu. En un clin d'œil. Les repères se sont recollés, la mémoire a repris sa place, comme si quelqu'un avait relancé le programme. La deuxième fois, c'était sur une autre route, toujours près de chez moi. Même sensation. Même vide. Comme si une faille s'ouvrait brièvement, m'effaçait la carte mentale du monde, puis se refermait avant que j'aie eu le temps de comprendre. Je traversais une période de stress intense au travail à ce moment-là, et je me suis souvent demandé si mon cerveau avait simplement décidé de lever les mains en signe de capitulation. Mais ce que je n'arrive toujours pas à expliquer, c'est cette impression très nette, presque physique, que l'endroit autour de moi n'avait jamais existé. Comme si la mémoire ne s'était pas seulement éteinte, mais que la réalité elle-même s'était réinitialisée. Un jour, j'ai reçu un appel d'un officier de police. Il m'a dit que si je ne payais pas d'anciennes amendes dans la semaine, il viendrait m'arrêter. Le montant exact était de 267,63 $. C'était à peine 2 semaines avant Noël et je n'avais clairement pas prévu une dépense pareille. J'ai raccroché avec une boule dans l'estomac, les mains moites. Ce genre d'avertissement, même s'il ne semble pas grave, prend une toute autre ampleur quand l'argent manque. Le lendemain, je suis allé vérifier mon courrier. Une enveloppe banale parmi d'autres. Dedans, un chèque. Montant, 267,63 $. Remboursement d'un trop-perçu sur les pensions alimentaires versées tout au long de l'année. Même montant. Jusqu'au centime près. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague ou à une erreur de l'administration. Mais non. Le courrier était officiel, les informations exactes, le nom correct. C'était bien pour moi. Je suis resté debout dans ma cuisine, enveloppe à la main, sans savoir quoi penser. Ce n'était pas juste un hasard. Ça avait une précision trop étrange, presque chirurgicale. Ce n'était pas comme si j'avais reçu à peu près la somme. C'était exactement ce qu'on me demandait de payer. Ce chiffre, répété 2 fois, me tournait dans la tête. J'ai payé l'amende, évidemment.
Mais ce jour-là, j'ai aussi commencé à garder les tickets de caisse, à noter des coïncidences. Je ne m'attendais pas à vivre ce genre de moment, un simple alignement qui m'a paru tout sauf ordinaire. Et ce qui me dérange encore aujourd'hui, c'est cette impression que quelqu'un, quelque chose, avait déjà fait le calcul à ma place. J'ai une application de suivi du sommeil sur mon téléphone. Elle possède une fonction dédiée aux rêves lucides. Lorsqu'elle est activée, une voix de femme commence à répéter calmement, avec un léger écho, « Tu es en train de rêver ». C'est censé m'aider à devenir conscient dans mes rêves. Je l'avais testé 1 ou 2 fois sans grand résultat, puis j'avais oublié qu'elle était encore activée. Un jour, alors que j'étais au travail, concentré sur des documents, j'ai entendu cette voix. Faible mais distincte. « Tu es en train de rêver ». Je me suis arrêté net. J'ai cru que j'hallucinais. Quelques minutes plus tard, elle est revenue. Identique. Même mot, même ton. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'appli. Et au moment exact où l'écran s'est allumé, j'ai ouvert les yeux dans mon lit. Le soleil se levait doucement derrière les rideaux. J'étais troublé mais je me suis dit que j'avais simplement rêvé du travail. Alors j'ai pris une douche, je me suis habillé, je suis monté dans ma voiture. À la radio, une émission parlait de circulation, quand tout à coup, la même voix s'est immiscée entre 2 phrases. « Tu es en train de rêver ». Je n'ai pas réfléchi. J'ai coupé le moteur. Et j'ai de nouveau ouvert les yeux dans mon lit. Soleil au même niveau. Même lumière du matin. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois encore, chaque fois dans un scénario différent. Parfois j'étais au travail, parfois en train de faire des courses, ou même en train de discuter avec un collègue. À chaque fois, le même schéma. La voix surgit, je réagis, et je me réveille. Toujours dans mon lit, toujours au lever du soleil. Après le dernier réveil, j'ai passé des heures assis au bord du lit, à regarder mes mains, à allumer et éteindre la lampe, à me demander si j'étais encore pris dans une boucle. Pendant une semaine entière, j'ai évité les miroirs. J'ai testé la gravité en laissant tomber des objets, j'ai compté mes doigts. Rien ne clochait, mais je n'étais pas rassuré. Je n'ai plus jamais utilisé cette fonction de l'application. Je n'ai même pas rouvert les paramètres. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à chaque réveil, il y avait un détail qui changeait dans ma chambre. Une fois, la fenêtre était entrouverte alors que je ne l'ouvre jamais. Une autre fois, ma montre indiquait 6h66. Je sortais de ma chambre pour aller dans le couloir. J'avais fait environ 2 mètres quand, sans le moindre avertissement, je me suis retrouvé de nouveau à l'entrée du couloir. Pas une impression de déjà-vu, rien de flou ou de vague. J'étais vraiment revenu à mon point de départ, comme si le couloir avait brièvement replié le temps sur lui-même. J'ai eu un haut-le-cœur immédiat, une panique brutale qui m'a noué le ventre. Je me suis figé, pris entre l'envie de vomir et celle de fuir. Juste avant ce retour inexpliqué, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans mon corps. Une vibration sourde, diffuse, comme si mon squelette entier était en train de trembler doucement, mais profondément. Ce n'était pas une secousse nerveuse, pas un frisson. C'était mécanique. Comme si j'étais une vieille machine mal huilée qu'on forçait à bouger. Chaque geste devenait un effort, presque douloureux. Ça a duré 1 ou 2 secondes, pas plus, mais c'est ce qui a précédé le saut. Depuis ce jour-là, je ne prends plus ce couloir sans y repenser. J'ai même essayé de refaire le même trajet, à la même heure, plusieurs fois. Rien. Le phénomène ne s'est jamais reproduit. Mais l'espace me semble différent maintenant. Comme si ce couloir-là savait que je savais. Je n'en ai jamais parlé à personne. Ce genre d'expérience ne s'explique pas sans risquer d'avoir l'air dérangé. Pourtant, il y a un détail que je n'oublierai jamais. Quand j'ai été projeté à l'entrée, j'ai entrevu, juste l'espace d'un éclair, une silhouette plus loin dans le couloir. Elle ne m'attendait pas. Elle me tournait le dos.
Le film Sweet Home Alabama venait tout juste de sortir au cinéma et un ami voulait absolument aller le voir. Moi, j'étais surpris. Je lui ai dit que ce film n'était pas nouveau, qu'il datait d'il y a quelques années. Il m'a assuré que non, qu'il venait tout juste de sortir ce jour-là. Pour moi, c'était impossible. Je me souvenais très clairement du film, de l'histoire, de certaines scènes, même de la fin. Je lui ai raconté ce que je pensais être le résumé. Il a ri, pensant que j'avais lu un truc en ligne, mais non. Je lui ai dit ce qui allait se passer, qui elle choisissait, comment ça se terminait. Il m'a convaincu d'aller le voir malgré tout, juste pour vérifier. Et pendant tout le film, je savais ce qui allait arriver. Ce n'était pas un simple sentiment de déjà-vu, pas ce genre de flash flou où on pense avoir vécu quelque chose. C'était comme si j'avais déjà vu ce film en entier, il y a longtemps. Chaque scène me paraissait familière, chaque ligne de dialogue sonnait juste. Je n'étais pas surpris une seule fois. Mais le film venait de sortir. Aucun moyen logique pour que je le connaisse. Je n'avais vu aucune bande-annonce, rien lu à son sujet. Depuis ce soir-là, ma sœur et moi avons une peur viscérale du noir. C'est un truc qui ne nous a jamais quittés. J'avais 7 ans, elle en avait 6. On vivait à la campagne, sur une ferme, loin des lumières de la ville. Un soir, on nous a demandé de sortir pour refermer le couvercle du jacuzzi, qui était resté ouvert par erreur. Il faisait nuit noire, et même si on n'était pas très rassurés, on y est allé. Le couvercle était lourd, bien trop pour 2 gamines. On peinait, on tirait de tout notre poids, sans grand succès. Et c'est là que c'est arrivé. Le ciel s'est illuminé d'un coup. Pas comme un éclair. Pas comme un feu d'artifice. Non, c'était une sorte d'explosion gigantesque, en forme de champignon, comme les images d'essais nucléaires qu'on voit dans les documentaires. C'était énorme, et ça grandissait à vue d'œil. Il n'y a pas eu de son, ni d'onde de choc, juste cette lumière démente, irréelle. Ma sœur a hurlé, un cri que je me rappelle encore aujourd'hui. On a tout lâché et on a couru vers la maison comme si nos vies en dépendaient. On a essayé d'expliquer à nos parents, à des adultes, à des amis. Personne n'a jamais voulu nous croire. Pour eux, c'était un rêve, une invention, un délire d'enfant impressionnable. Mais elle et moi, on sait que ce n'était pas un rêve. On l'a vu. On l'a ressenti. Et même si ça n'a jamais laissé de traces dans les journaux ou dans le ciel, ce moment est gravé dans notre mémoire comme une cicatrice. On n'est plus jamais ressorti dans le noir sans ressentir cette peur sourde. J'ai gagné à la loterie 2 fois en jouant des numéros que j'avais vus en rêve la veille. Pas de jackpot à plusieurs millions, mais des gains réels. 1 ou 2 centaines de dollars à chaque fois. Suffisamment pour que ça me reste en tête. La première fois, j'ai rêvé que je tapais le code 4906 sur un clavier. Je ne savais pas pourquoi, ni à quoi ça servait. Je me rappelle juste du sentiment d'urgence, comme si c'était important. Le matin, j'ai noté les chiffres sans trop y penser, et sur un coup de tête, je les ai joués au tirage du jour. Ils sont sortis. Exactement dans le même ordre. La deuxième fois, c'était des mois plus tard. J'étais dans une cuisine, en train de nettoyer un comptoir avec une bouteille de 409. C'était tout ce qu'il y avait dans le rêve, aucune action, aucun dialogue. Juste moi, le produit ménager, et l'étiquette bien visible. Encore une fois, je me suis réveillé avec ce chiffre en tête, et je me suis dit pourquoi pas. Et une nouvelle fois, les numéros sont sortis. Pas un gros gain, mais pile les bons chiffres. Je sais que ça peut sembler banal, presque anecdotique. Des centaines de gens gagnent de petits montants chaque jour. Mais ce n'est pas le fait d'avoir gagné qui me travaille, c'est le comment. Ces rêves ne ressemblaient pas à des visions ou des révélations, juste à des scènes ordinaires avec des chiffres plantés là, comme s'ils attendaient que je les remarque. Cette histoire ne m'est pas arrivée à moi, mais à mon père. Pourtant,
Elle m'a toujours marqué comme si j'y avais été. Il conduisait sur une longue route isolée en Ohio, à bord de sa Z28, pied lourd sur l'accélérateur, filant à près de 150 km/h. Le genre de route vallonnée où les flics peuvent facilement se planquer dans une cuvette, hors de vue, radar en main, en attendant le moindre excès de vitesse. Ce jour-là, il roulait tranquille, concentré, quand tout à coup, il entend le bip strident de son détecteur de radar. Ni une ni deux, il freine brutalement, assez pour que ses pneus crissent sur l'asphalte. En haut de la côte, juste derrière, se trouve effectivement une voiture de police, radar prêt, guettant les imprudents. Il pousse un soupir de soulagement. Mais là, en jetant un coup d'œil à son tableau de bord, il se fige. Le détecteur n'est pas fixé au pare-brise. En fait, il n'est même pas branché. Il est dans la boîte à gants. Éteint. Il s'est arrêté un peu plus loin, les mains encore un peu moites, et a vérifié. Pas de pile. Pas de câble branché. Rien. Il n'y avait aucune raison pour que ce truc fasse du bruit. Et pourtant, c'est ce son, bien réel à ses oreilles, qui lui a évité une belle amende. On en a parlé plus d'une fois depuis. Lui, il n'a jamais trouvé d'explication logique. Et moi, je me suis toujours demandé, est-ce qu'on peut avoir des avertissements ? Pas des intuitions ou des pressentiments, mais de vrais signes, des interférences dans le réel, juste assez pour te sauver la mise au bon moment. Putain, je viens juste de m'en souvenir. Et maintenant que c'est revenu, j'ai des frissons rien qu'à y repenser. J'étais gamin. Un jour, j'ai pris une photo de moi sur le téléphone d'une amie. Je ne sais plus pourquoi je tenais tant à la voir, mais je l'aimais bien. Elle l'avait prise de face, un portrait simple. Et au lieu de me la faire envoyer par Bluetooth ou autre, j'ai fait un truc bizarre, j'ai sorti mon propre téléphone et j'ai pris en photo son écran. Littéralement, j'ai photographié la photo. Je regarde l'image sur mon téléphone et j'ai failli lâcher l'appareil. Ce n'était pas la photo qu'elle avait prise. Pas du tout. Ce n'était pas moi de face. C'était moi vu de dos. Et autour de moi, il n'y avait plus les arbres du jardin ou le mur derrière. C'était noir, profond, étoilé, comme un ciel sans fin. Je me rappelle avoir senti une panique sourde me monter dans le ventre, sans comprendre pourquoi. Je suis retourné voir son téléphone à elle. Toujours la photo normale. Moi, de face, souriant, avec les arbres derrière. Sur le mien, l'autre version. L'incompréhensible. Je n'ai jamais réussi à expliquer ce qui s'est passé. Je ne l'ai montré à personne. Je crois même que j'ai fini par supprimer cette photo parce que je ne voulais plus la voir. Il y a 10 ans, je rentrais chez moi après un road trip avec 2 amis. J'ai reçu un appel de mes parents qui me demandaient quand nous arriverions. Je leur ai répondu que nous étions à environ 25 minutes de la maison. Environ 1 minute plus tard, nous avons pris un virage. C'était une nuit de pleine lune, et nous pouvions voir le reflet de la lumière sur un lac en contrebas. À part cela, la route était complètement vide. Soudainement, tout est devenu noir à l'intérieur de la voiture. Plus de lumière sur le tableau de bord, plus de phares sur la route. Même la musique s'est arrêtée, puis a redémarré au début du CD que nous étions en train d'écouter. Il y avait désormais un véhicule arrêté par la police à environ 400 mètres devant nous, alors qu'il n'y avait rien un instant auparavant. J'ai pensé que je m'étais assoupi une seconde, car il était tard. C'était tout de même étrange. Au bout d'1 minute, le conducteur a baissé complètement le volume de la musique et a dit « Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué ce qui vient de se passer ?» Le passager à l'arrière s'est redressé brusquement et a répondu « J'ai cru que je m'étais endormi. » C'est alors que nous avons réalisé que l'horloge de la voiture indiquait 1 heure plus tard qu'il y a 1 minute à peine. Pour ne pas paniquer, nous avons décidé qu'il y avait peut-être eu une défaillance électrique momentanée qui avait réinitialisé l'horloge à 1 heure bizarre, éteint les lumières du tableau de bord, les phares et les jauges, et relancé le lecteur CD. Mais en arrivant chez moi 25 minutes plus tard, nous étions en réalité en retard d'1 heure.
Une heure entière s'était volatilisée, et à ce jour, je n'ai aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Quand j'étais adolescent, j'ai fait 2 rêves très intenses la même nuit. Le premier concernait une amie en ligne qui m'appelait pour me dire qu'elle s'était séparée de son copain. Je lui chantais alors quelques paroles de « Don't Cry » de Seal au téléphone. Le second rêve était beaucoup plus sombre. Je trouvais le corps sans vie d'une amie de la vraie vie, flottant dans sa baignoire. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais ce soir-là, en me connectant, mon amie en ligne est apparue. Elle m'a annoncé que son copain venait de la quitter. Immédiatement, je lui ai demandé si je pouvais l'appeler, elle a refusé. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment que tout cela voulait dire quelque chose, que je pouvais peut-être changer le cours des choses. Peu après, mon téléphone a sonné. C'était l'ami de la vraie vie que j'avais vu dans mon rêve. J'étais totalement paniqué, mais j'ai essayé de rester normal. Elle me parlait simplement de l'école, de choses banales, jusqu'au moment où j'ai entendu un bruit d'eau en fond sonore. Je lui ai demandé « Tu es dans le bain ?» et quand elle m'a répondu oui, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Je lui ai alors demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, après un long silence, elle m'a avoué avoir avalé toute une bouteille de cachet, accompagnée de champignons et de vodka. Elle avait eu peur en attendant que les effets arrivent, alors elle m'avait appelé pour entendre la voix de quelqu'un. J'ai raccroché et appelé le 911. Quand les secours sont arrivés, elle était inconsciente, mais encore en vie. Aujourd'hui, elle est maman d'une adorable petite fille, et elle va bien. J'ai fait un rêve long et complexe, du moins en apparence, dans lequel j'étais vendeur dans un marché aux poissons. Je me souviens m'être levé tôt, m'être habillé, avoir suivi toute une routine matinale, pris un thé, puis être allé jusqu'au dock. J'y ai acheté du poisson, l'ai chargé dans une charrette, puis je suis allé chercher de la glace. J'ai marchandé pour la glace, acheté aussi du poisson un peu moins frais, puis je me suis rendu à mon étal au marché. J'ai installé mon stand et passé la journée à vendre du poisson. Tout était incroyablement réel. J'ai discuté avec des amis, fumé des cigarettes infectes, négocié avec les clients, déjeuné, bu du thé, et simplement vécu cette journée. À la fin, j'ai rangé mon étal, compté ma caisse, payé le loyer de mon emplacement, puis je suis rentré chez moi. J'ai cuisiné un peu de poisson invendu avec des légumes et du riz que j'avais obtenu par troc. J'ai bu encore un peu de thé, me suis détendu, puis j'ai pris un bain chaud, fumé encore quelques cigarettes, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé reposé, prêt à retourner au dock pour acheter du poisson frais. Sauf que j'étais chez moi, à côté de ma femme, avec mon camion garé dehors, et qu'on était samedi. Pas de travail. Ma femme et moi étions sur le point de partir faire du ski en Oregon, la voiture était déjà chargée. Ce qui m'a vraiment troublé, c'est que, dans le rêve, j'étais célibataire. Et fumeur, ce que je ne suis pas. Et tout ce rêve s'était déroulé en chinois, parlé avec une aisance naturelle, comme si je l'avais toujours parlé. En fait, j'étais chinois. Dans la réalité, je suis un grand type poilu, blanc, je parle plutôt bien espagnol et je baragouine un peu de russe. Je n'ai jamais travaillé sur un marché aux poissons. Je me demande qui j'étais. Je me demande ce que c'était. Je rentrais à la maison avec mon père, et on s'est arrêté dans un drive. Je me suis mis à ressentir une angoisse croissante, sans raison apparente. Ça m'a rendu étourdi, avec des nausées. Comme il s'était trompé dans notre commande, on a dû attendre un peu plus loin. Je suis resté là, assis, à me sentir de plus en plus mal, quand soudain j'ai ressenti un besoin pressant d'appeler mon frère. Il essayait justement de nous joindre. Il venait d'avoir un accident de voiture. Personne n'était mort, mais certains avaient été sérieusement blessés. Lui, il était juste secoué. Je lui ai dit de la fermer et de s'éloigner immédiatement de la voiture. Il ne comprenait pas, mais il a obéi, tout en essayant d'appeler ses potes. J'ai entendu certains se moquer de lui, le traiter de chochotte.
Il a fini par abandonner, s'est éloigné, et là il y a eu un grand bruit, des cris. Quand tout a été fini, il m'a raconté ce qui s'était passé. Son ami, complètement saoul, avait voulu impressionner des filles dans la voiture. Il a appuyé sur l'accélérateur, tenté un drift, et a cogné le bas de caisse sur des rochers, abîmant gravement le moteur. Tout le monde était resté près de la voiture, le conducteur encore à l'intérieur, essayant de redémarrer. Le capot a pris feu, et la voiture a commencé à brûler rapidement. Le conducteur a réussi à sortir, mais a été grièvement blessé. Les autres, filles et garçons, ont aussi été blessés et brûlés, mais moins gravement. Mon frère, lui, n'avait que quelques égratignures. Il m'a dit qu'au moment où je lui ai crié de s'éloigner, il se trouvait juste devant la voiture, à quelques centimètres du capot. Je n'ai jamais vécu un truc pareil avant ou après. Juste cette fois-là. C'est un souvenir étrange, j'ai du mal à me rappeler ce que je pensais à ce moment-là. J'ai l'impression de revoir la scène comme un film, comme si je me regardais de l'extérieur. Ça s'est passé au début des années 2000, quand je travaillais comme agent de détention dans un centre pour mineurs, dans une petite ville de l'Oklahoma. À l'époque, je travaillais de nuit, je prenais mon poste à 21h. Un soir, en arrivant au travail, mon superviseur m'a regardé avec un air confus et m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai répondu, « Je bosse ce soir ». Il m'a dit, « Mais t'as appelé il y a quelques heures pour dire que t'étais malade ». J'étais un peu surpris, je lui ai dit que ça devait être une erreur, que quelqu'un avait du mal à comprendre un message. Quand tous les autres sont arrivés, l'ambiance était un peu étrange, mais on a continué comme d'habitude. On a réparti les postes, et je suis allé dans la salle de contrôle, là où je travaille généralement. La salle de contrôle est le centre névralgique de la prison, caméra, porte, téléphone, tout passe par là. Après avoir relevé le collègue de garde, je me suis installé pour la nuit et j'ai regardé le message disant que j'avais appelé. Il disait que j'avais appelé à 18h50 pour dire que je m'étais senti mal après avoir nettoyé dehors à cause de la tempête. Il y avait bien eu une tempête la veille, assez violente, mais rien qui m'aurait poussé à sortir nettoyer. Vers ce moment-là, mon superviseur, qui est aussi un ami en dehors du boulot, est entré dans la salle de contrôle. On a parlé de la situation et de combien c'était étrange. J'ai décidé d'appeler ma femme pour lui raconter pendant qu'il était là. J'ai décroché, composé le numéro. Après 2 sonneries, un homme a répondu avec une voix rauque, « Allô ?» J'ai hésité, vérifié le numéro, c'était bien celui de chez moi. L'homme a répété, « Allô ?» J'ai dit, « Allô, qui est-ce ?» Il m'a répondu, « C'est Taylor, et toi t'es qui ?» Là, j'ai eu le vertige. Je m'appelle Taylor aussi. J'ai crié presque, « Où est Anne ?» Il m'a dit, « Anatoly. » Qui est-ce ? J'ai lâché le téléphone, complètement paniqué, et j'ai dit à mon superviseur de m'ouvrir la porte, je devais rentrer immédiatement. Je l'ai entendu décrocher derrière moi et dire « Allô ?» puis, quelques secondes plus tard, s'exclamer « C'est quoi ce bordel ?» J'ai couru jusqu'à ma voiture et roulé plus vite que la loi ne le permettait. En arrivant chez moi, j'ai ouvert la porte à toute vitesse. Ma femme était assise, en train de regarder la télé. Elle a sursauté en me voyant débarquer. Je lui ai demandé qui était là, elle m'a répondu que personne n'était venu. Après une longue discussion avec elle, j'ai voulu rappeler le centre pour expliquer, mais le téléphone était mort. Je suis retourné au boulot, et quand je suis arrivé, Dave, mon superviseur, avait l'air complètement secoué. Il m'a demandé, « Comment tu fais ça, sérieux ?» Il m'a expliqué que juste après mon départ, il avait repris le combiné, et que la personne à l'autre bout du fil avait exactement ma voix. Pris de panique, il a raccroché. 1 minute plus tard, alors qu'il me voyait partir en voiture, il a reçu un appel venant de chez moi. J'étais au bout du fil, furieux, disant que j'étais malade et que j'en avais marre de ces blagues, que ça suffisait. Puis j'ai raccroché. Après avoir réussi à le convaincre que je ne jouais à aucun jeu, on a repris le travail. Plus tard, j'ai appris que les lignes téléphoniques de mon quartier avaient été coupées la veille à cause de la tempête.
C'est, sans aucun doute, la chose la plus étrange que j'ai vécue dans toute ma vie. Cela s'est passé quand j'avais 11 ans. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mon grand-père vieillissait et avait déjà fait plusieurs séjours à l'hôpital cette année-là. À ce moment précis, il y était depuis 2 jours. Nous étions allés lui rendre visite, et je lui avais fait un gros câlin en lui disant que je l'aimais et que je le reverrais demain. Cette nuit-là, je suis allé me coucher et j'ai fait le plus beau rêve de ma vie. Mon grand-père est entré dans ma chambre et s'est assis dans le fauteuil à bascule dans le coin. Il m'a invité à venir sur ses genoux. Il m'a dit qu'il allait partir pendant un moment, que nous nous reverrions un jour, que je ne devais pas m'inquiéter parce que tout allait bien et qu'il ne souffrait pas. J'ai souri et je l'ai serré très fort dans mes bras en lui disant que je comprenais. Puis j'ai regardé mon frère qui dormait dans le lit du dessous, et j'ai demandé à mon grand-père si on devait le réveiller pour lui dire aussi. Mais quand je me suis retourné pour avoir sa réponse, il n'était plus là. J'ai couru à la fenêtre pour regarder dehors, et je l'ai vu dans le jardin, en train de me faire un signe de la main. Il a chuchoté, « Va dire à tes parents exactement ce que je t'ai dit. » J'ai regardé la porte de ma chambre, puis de nouveau le jardin. Il avait disparu. Je me suis réveillé d'un coup, j'ai couru dans la chambre de mes parents et j'ai allumé la lumière. Je leur ai dit exactement ce que grand-père m'avait dit. Ils m'ont répondu que ce n'était qu'un rêve et de retourner me coucher. Je leur ai répété ce qu'ils m'avaient dit, mot pour mot. Agacés, parce qu'il était 2 heures du matin, ils m'ont dit qu'on en parlerait le matin. Et puis, le téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon grand-père était décédé. À ce moment-là, ils sont restés figés, à me regarder. Je me souviens encore de leur visage. Ils se sont regardés, puis m'ont regardé, puis encore regardé, et ils ont fini par sourire, comme si quelque chose s'apaisait en eux. Ils m'ont pris dans leurs bras, m'ont dit qu'ils m'aimaient, et m'ont dit de retourner me coucher. Ils sont ensuite partis pour l'hôpital, et ma tante est venue s'occuper de nous. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit. En fait, je ne crois même pas avoir déjà raconté cette histoire avant aujourd'hui. C'est sans doute pour ça que les larmes me coulent sur les joues en l'écrivant. C'est libérateur. Et ça me fait du bien de savoir que d'autres ont vécu des choses comme ça. Il y a quelques années, je vivais en Caroline du Nord, et j'y retourne encore régulièrement pour rendre visite à des amis. Lors d'un de ces séjours, mes amis et moi, nous sommes tous à l'université maintenant ou déjà diplômés, sommes tombés sur une fille qu'on connaissait du lycée, même si je ne la connaissais pas très bien personnellement. Quelques jours plus tard, je suis rentré chez moi au Texas. Le lendemain, je suis allé faire des courses, et alors que je marchais dans une allée du magasin, je vois une fille qui lui ressemble trait pour trait. J'ai fait un double regard comme jamais auparavant. Étant à plus de 2200 km de la ville où je savais qu'elle vivait, ça me semblait tout simplement impossible. Finalement, après avoir appelé un ami pour en parler, j'ai appris que la fille que j'avais croisée en Caroline du Nord avait une sœur jumelle identique, qui vit justement dans la même ville que moi, au Texas. Pendant quelques heures, j'ai sérieusement cru que je devenais fou. Quand j'avais environ 10 ou 11 ans, je partais à la plage avec ma tante et ses amis. Nous étions répartis dans 2 voitures. Pour y aller, nous devions traverser une immense zone industrielle. Comme nous ne connaissions pas le chemin, notre voiture suivait celle de devant. Soudain, la voiture devant nous a pris un virage inattendu. Notre conducteur a dû tourner brusquement pour suivre. C'est à ce moment-là qu'on a entendu une voix forte, claire et moqueuse dans notre voiture qui disait en riant « Virage serré, hein ?» Le conducteur a freiné immédiatement. On s'est tous regardés, complètement déconcertés. On a tous entendu cette voix. Ce n'était celle d'aucun de nous. Et au même instant, on a vu que l'autre voiture s'était arrêtée aussi. Le conducteur en est sorti avec un air terrorisé et a crié vers nous « Vous avez entendu ça, vous aussi ?» Ils avaient entendu exactement la même chose, dans leur voiture. Une voix étrange, à l'intérieur,
mais sans origine identifiable. L'endroit autour de nous était complètement désert. Contexte, cela s'est passé au début des années 90, dans le centre de l'Italie. Ma tante faisait du théâtre à l'époque et la plupart des personnes avec nous étaient des comédiens aussi. Sur le moment, la voix nous a glacé le sang, elle était nette, présente, mais impossible à localiser. Elle semblait se moquer de nous. Certains ont commencé à rigoler nerveusement, pensant que c'était peut-être une blague d'un des acteurs dans la voiture, une imitation. Jusqu'à ce que l'autre voiture s'arrête et qu'on voit le regard du conducteur. Eux aussi avaient entendu cette voix étrange, identique à celle que nous avions perçue, et ils étaient tout aussi effrayés que nous. Nous étions là, en plein soleil, dans une zone avec de grandes routes droites, sans personnes, sans voitures, sans bâtiments autour. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Pendant que j'écris ceci, je ressens déjà une impression de déjà-vu. J'ai toujours voulu partager cette partie de ma vie avec quelqu'un, mais je n'y suis jamais arrivé. Alors, autant la raconter à un tas d'inconnus sur Internet. Un jour, je me rendais à pied au travail, comme d'habitude, quand j'ai ressenti une envie soudaine de changer de chemin. Je travaille en centre-ville, dans une grande ville. C'était un élan étrange, inexplicable, qui m'a poussé à prendre une autre direction, et ça a changé ma vie pour toujours. Je suis entré dans une ruelle que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je crois que j'avais fait une quinzaine de pas à l'intérieur quand un vrai bug s'est produit. Tout s'est brouillé dans ma tête. J'avais l'impression de ne plus avoir de corps, d'être juste une conscience flottante dans une sorte de dimension étrange. Tout était composé de formes et de couleurs abstraites, et au milieu de ce chaos, une vision est apparue, un groupe de personnages étranges, ressemblant vaguement à des hommes d'affaires en costume. Ils avaient l'air surpris, paniqués, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je puisse les voir. L'un d'eux a eu un geste brusque, et tout est devenu noir. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'étais dans une rue différente, en fait, c'était la rue que j'emprunte toujours pour aller au travail. J'étais pris de nausées, profondément perturbé, avec un sentiment de tristesse et de confusion. Je n'ai jamais touché à la drogue, je n'ai jamais eu d'hallucination, rien de tout cela. Le plus troublant, c'est qu'au moment où la faille semblait se refermer, en voyant ces gens me regarder comme un animal en cage, j'ai eu une impression soudaine, celle d'être contrôlé. Comme si tout ça n'était pas censé se produire, et qu'ils essayaient de réparer une erreur. Et ce sentiment ne m'a jamais quitté depuis. Quand j'étais en CM2, je me souviens d'un jour où on s'apprêtait à passer un examen en classe. C'était un de ces tests où l'enseignant écrit les questions au tableau et nous devons noter les réponses sur notre feuille. Vers la troisième question, j'ai commencé à avoir une sensation étrange. J'avais déjà vu ces questions, dans le même ordre, et je connaissais les réponses. C'était comme dans le film Un jour sans fin. Une vraie impression de déjà-vu, comme si j'avais déjà passé ce test la veille, mot pour mot. J'ai levé la main et dit à haute voix qu'on avait déjà fait ce test. Tout le monde, le prof, les élèves, m'a regardé avec des yeux ronds. Je me suis retourné vers mes camarades en mode « Sérieusement ? Je suis le seul à me rappeler ça ?» Le prof m'a répondu avec un air un peu moqueur « Ah oui ? Et c'est quoi la réponse suivante ?» Je me suis levé, je suis allé au tableau et j'ai écrit plusieurs réponses qui me venaient automatiquement. Il a comparé avec sa feuille et le tableau, puis il a annulé le test. L'après-midi entier a été consacré à ça. J'ai dû rester avec le professeur et le directeur, accusés d'avoir triché ou d'avoir eu accès au test à l'avance. Ils ont tout revérifié, ses notes, ses plans de cours, pour voir s'il avait peut-être présenté les questions par erreur. Ils ont interrogé les autres élèves, mais personne d'autre ne se souvenait de quoi que ce soit. Ils ont tous eu de mauvaises notes. Et moi, j'étais juste là, sans explication, avec cette certitude étrange que j'avais déjà vécu exactement cette scène. Il y a environ 1 an, j'ai fait un cauchemar terrible. Tout a commencé par un réveil brutal dans un lit,
en pleine nuit, pendant un orage. La pièce s'illuminait sans cesse à cause des éclairs à l'extérieur, et c'est là que j'ai réalisé que le lit dans lequel j'étais n'était pas le mien. La tête du lit était collée au mur où se trouvait la porte, et de là où j'étais, je ne pouvais pas dire si elle était ouverte ou fermée. Jusqu'à ce que je voie ce visage. D'abord, seulement le nez et la mâchoire ont dépassé le cadre de la porte, puis un visage entier a lentement glissé dans l'embrasure. J'ai voulu crier « C'est qui putain ?» Où je suis, mais aucun son n'est sorti. J'étais totalement muet. J'avais beau forcer, hurler intérieurement, rien ne sortait. Et cette personne continuait d'avancer dans la pièce, le regard droit devant elle, comme si je n'étais même pas là. Puis, juste au moment où elle est entièrement entrée dans la chambre, sa tête s'est violemment tournée vers moi. Nos regards se sont croisés. J'ai essayé de me lever du lit, mais j'étais paralysé, comme cloué. La personne s'est alors mise à marcher vers moi. Et à chaque pas, son corps se tordait d'une manière impossible. Son cou s'est rompu en arrière jusqu'à ce que l'arrière de son crâne touche son dos, sa mâchoire s'est affaissée à plat sur sa poitrine, ses bras se sont disloqués à l'épaule et repliés dans son dos comme des ailes. C'était de la pure terreur. Et juste avant qu'elle n'atteigne mon lit, je me suis réveillé. Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère, en lui décrivant la pièce en détail. Et c'est là qu'elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé. La chambre que j'avais décrite ressemblait presque à l'identique à celle que j'avais quand j'étais bébé. On avait déménagé de cette maison alors que j'étais tout petit, beaucoup trop jeune pour m'en souvenir. Je ne pourrais normalement pas connaître la disposition de cette pièce. C'est juste bizarre. Vraiment bizarre. Quand j'avais environ 6 ou 7 ans, mon oncle, qui venait de nous rendre visite depuis les Philippines, nous a montré une poupée qui chantait l'araignée gypsy quand on appuyait sur un bouton dans sa main. Il l'avait apportée dans l'idée que l'une de mes cousines la voudrait peut-être, mais pour être honnête, on l'a tous trouvée flippante. Surtout parce qu'elle chantait la comptine d'une voix lente et sinistre. Ne sachant pas quoi en faire, on a décidé de retirer les piles et de la remettre dans la boîte que mon oncle avait utilisée. On a quitté la pièce. Et à peine la porte refermée, on a entendu, étouffé mais distinct, le son de la poupée qui chantait. Sans putain de pile. Il n'y avait personne dans la pièce à ce moment-là. Personne pour appuyer sur sa main. Personne pour remettre les piles en douce. À ce jour, on n'a jamais compris ce qu'il s'est passé. Mais je peux t'assurer qu'aucun d'entre nous n'a jamais voulu la garder. Il y a environ 1 an, ma copine et moi sommes allés dîner chez Chipotle. C'est dans une petite zone commerciale un peu chic, avec un resto de burgers et un payway à côté, ce genre d'endroit un peu classe, propre, bien aménagé. On arrive sur le parking vers 17h un vendredi soir, et là, c'est le désert. Pas une seule voiture garée. Pas de table à l'extérieur. Aucun client. Les lumières à l'intérieur sont toutes éteintes. Pas un bruit. Pas une âme. C'était comme si l'endroit entier avait été vidé de toute activité humaine. Complètement perplexe, on décide de faire le tour du bâtiment avec la voiture, pour repartir. En longeant le côté du bâtiment, on remarque une seule chose, un camion de pompiers, garé, phares allumés, mais sans gyrophare, et vide. Personne à l'intérieur. C'était étrange, on s'est dit qu'il y avait peut-être eu un feu, ou un problème quelconque. Mais voilà, on termine notre petit tour, ça nous a pris 30 secondes, grand max, et on repasse devant la façade principale du bâtiment. Et là, tout est radicalement différent. Chaque place de parking est occupée. Il y a des tables dehors, des gens assis en train de manger. Des plats à moitié entamés. Des passants, de la vie, de l'agitation. Les lumières sont allumées partout. Et surtout, le camion de pompiers a disparu. On a juste tourné autour du bâtiment. Il n'y avait aucune rue de sortie pour le camion. Il n'a pas pu partir sans qu'on le voie. Le contraste entre les deux scènes, à quelques secondes d'intervalle, était total et incompréhensible. C'est, sans l'ombre d'un doute, l'un des trucs les plus étranges que j'ai jamais vécu.
J'avais 19 ans quand j'ai fait un rêve étrange qui m'est resté en tête. Dans ce rêve, mon frère et moi entrions dans un restaurant Subway près de chez moi. J'avais mal à la tête, et mon oreille me brûlait. En entrant, je mettais la main dans ma poche et j'en sortais la croix que mon père m'avait donnée, celle que je porte tous les jours autour du cou. Puis je me suis réveillé. Le rêve était court, sans queue ni tête, mais pour une raison inconnue, il m'a marqué. Quelques mois plus tard, je me retrouve mêlé à une bagarre avec un type du quartier. Mon frère était là. Après le conflit, on décide de s'éloigner rapidement et de se rendre dans le Subway à côté pour que je puisse me nettoyer un peu. En y allant, je réalise que la chaîne de mon collier est cassée. Elle pendait de chaque côté de mon cou, rompue pendant la bagarre. La croix avait disparu. L'homme avait dû la faire tomber. On fait demi-tour, on retourne sur les lieux de la bagarre pour chercher la croix. Rien. On retourne au Subway. À ce moment-là, ma tête commence à me lancer. Et mon oreille brûle, exactement là où il m'avait attrapé pendant la bagarre. En franchissant le pas de la porte du restaurant, tout me revient. Le rêve. Je suis littéralement en train de le vivre. Et là, sans vraiment comprendre pourquoi, je glisse la main dans ma poche, comme dans le rêve, et je sens quelque chose. Je l'ouvre. Ma croix. Dans le creux de ma main. Je n'ai aucune idée de comment elle est arrivée là. Elle ne pouvait pas être tombée dans ma poche par accident, c'est impossible vu comment elle s'est détachée. Elle aurait pu être n'importe où, sur le trottoir, dans la rue, perdue, mais elle était là, exactement là où mon rêve l'avait placée, des mois plus tôt. Et à ce jour, je n'ai toujours aucune explication. En 1987, j'étais assis en classe et j'ai eu, à ce jour, le rêve éveillé le plus intense et le plus vivant que j'ai jamais vécu. Je regardais l'horloge, puis, d'un coup, je me retrouvais en train de marcher dans un centre commercial avec une femme que je ne connaissais pas. J'étais adulte, et je savais qu'elle était ma petite amie. Alors qu'on marchait et qu'on discutait, un homme a commencé à tirer sur les gens au hasard. Avant même d'avoir pu réagir, j'ai ressenti comme un coup de poing dans la poitrine. En baissant les yeux, j'ai vu mon propre corps allongé dans une mare de sang. Je me suis vu, debout au-dessus de mon corps, pendant que le chaos régnait autour de moi. Ma petite amie hurlait, penchée sur moi, et j'essayais de la réconforter. J'ai vu la police neutraliser le tireur, puis les secours arriver et emporter mon corps. J'ai tenté de les suivre, mais j'étais incapable de quitter le centre commercial. Je suis resté là, comme un fantôme, pendant des années. Je m'ennuyais, alors je m'amusais à embêter les agents de sécurité la nuit. Le jour, j'essayais d'interagir avec les clients. Parfois, quelqu'un me saluait d'un signe de tête, ou faisait un détour pour ne pas me heurter. Je me souviens d'un vieil homme qui a fait une crise cardiaque sur un banc. Quand il s'est vu sortir de son corps, je suis allé le voir pour le rassurer. J'ai ressenti avec certitude que ce n'était pas encore son heure. Il a alors replongé dans son corps au moment où les secours le réanimaient. Un jour, j'étais assis sur un banc quand un petit garçon, 6 ou 7 ans, s'est assis à côté de moi. Il m'a parlé, et là, j'ai ressenti quelque chose de particulier. J'ai compris que je devais partir avec lui. Je suis devenu son ami imaginaire. Il s'appelait Brian. Fils unique d'une mère célibataire, alcoolique et violente. Je l'ai aidé à survivre. Je lui ai appris à ne pas parler de moi, pour que les autres ne le prennent pas pour un fou. J'ai vécu des années avec lui. Un jour, vers ses 10 ans, sa mère est rentrée ivre et l'a frappé. J'ai perdu mon sang-froid, et j'ai réussi à la projeter contre le mur. Elle ne l'a plus jamais frappé après ça. Je l'ai vu grandir, devenir adolescent. Et à ses 18 ans, j'ai su que mon temps avec lui était terminé. Nous nous sommes dit au revoir, et en un instant, le rêve éveillé s'est terminé. Je regardais à nouveau l'horloge. 1 minute s'était écoulée. Pourtant, j'avais vécu presque 20 ans d'existence en tant que fantôme, en une seule minute.
Un petit contexte. J'étais un idéaliste total au lycée, alors quand est venu le moment de choisir une université, j'ai décidé d'aller dans un endroit où aucun de mes amis n'allait, pour pouvoir partir seul dans une sorte de quête personnelle. Finalement, dès mon premier semestre, je me suis fait quelques amis très proches. Ces gars-là sont devenus comme une famille pour moi en l'espace de quelques mois. Un jour, pendant les vacances d'hiver, l'un d'eux, mon pote Kimbo, était rentré chez lui pour voir sa famille et ses amis. Sur le chemin du retour vers la fac, il a glissé sur une plaque de verglas, a eu un accident de voiture et est mort. Ça m'a fait un mal de chien pendant longtemps, et je pense encore souvent à lui. Quelques semaines après l'accident, mes amis et moi revenions d'une fête hors du campus. On était dehors, devant notre résidence, en train de fumer une cigarette, quand j'ai senti mon téléphone vibrer. En le sortant de ma poche, j'ai vu que je recevais un appel, du téléphone de Kimbo. Stupéfait, j'ai rapidement montré l'écran à mes potes, puis j'ai répondu. Dès que j'ai décroché, ça a directement lancé sa messagerie vocale, avec le même message qu'il avait toujours eu. Ça ne s'est jamais reproduit, et on n'en a jamais vraiment reparlé, mais pour moi, c'était un de ces moments où l'on se dit que quelqu'un veille sur nous. J'allais très mal après sa mort, mais voir son nom s'afficher une dernière fois sur l'écran de mon téléphone m'a énormément soulagé, ne serait-ce qu'un moment, et ça m'a vraiment aidé à sortir de la spirale dans laquelle j'étais tombé. Je n'ai aucune idée de comment son téléphone a pu m'appeler, et je suppose que je ne le saurai jamais. Mais c'est un de ces « bugs dans la matrice » pour lequel je serai toujours reconnaissant. Contexte, un trip sous acide vers mes 25 ans, lors d'un festival de musique vraiment génial appelé Rustler Valley, dans les montagnes à l'est de l'Afrique du Sud. À l'époque, je prenais pas mal d'acide. J'adorais ce que ça faisait à mon esprit, mais je n'aimais pas du tout les trips eux-mêmes. Mentalement, c'était épuisant. J'ai fini par comprendre que l'acide n'était pas vraiment bon pour moi, personnellement. Bref. Tôt dans la soirée, au moment de monter, j'étais assis quelque part, avec quelqu'un, par terre près d'une des scènes. À un moment donné, j'ai senti la présence de quelqu'un debout devant moi, qui me regardait. Pour une raison inexplicable, ça m'a glacé le sang. Impossible de le regarder en face. J'avais envie de me lever et de partir, mais quelque chose en moi sentait que ce serait une erreur totale. La personne a fini par s'éloigner, après ce qui m'a semblé être une éternité. La nuit a suivi son cours, et comme tous les vieux trips sous acide, c'était une succession de voyages entre l'enfer et le Valhalla. Bien plus tard, au petit matin, alors que je redescendais, je marchais sans but, et je suis tombé sur un endroit près d'une scène, où j'ai vu quelqu'un porter le même jean que moi. Ce qui était plutôt improbable, vu que je faisais mes propres jeans à l'époque, avec des tissus de rideaux très colorés et chargés. En m'approchant, j'ai compris que c'était moi, plus tôt dans la nuit. Je me suis arrêté devant mon double, essayant de comprendre quoi faire de cette révélation, et puis j'ai remarqué à quel point je m'étais mal à l'aise mon moi du passé. Finalement, j'ai fini par m'éloigner, complètement secoué. Après ce trip, j'ai continué à prendre des champignons de temps en temps, il m'allait toujours très bien, mais ce fut ma dernière expérience avec l'acide. Oh les gars, vous adoreriez l'endroit où je travaille. Des choses étranges s'y passent tout le temps, mais je vais juste raconter l'un des moments les plus flippants que j'y ai vécu. Je travaille comme agent de sécurité de nuit dans un immeuble résidentiel. Il fait 24 étages et c'est l'un des plus anciens bâtiments de la ville. Une nuit, je suis à mon poste quand le téléphone sonne vers 3 heures du matin. Je décroche, « Bonjour, ici Dravan à la réception, comment puis-je vous aider ?» La voix à l'autre bout du fil semblait féminine, mais totalement brouillée. La seule chose que j'ai pu distinguer, c'est « 23e étage ». J'ai essayé de lui dire que je ne comprenais pas et j'ai demandé dans quel appartement elle se trouvait, mais encore une fois la même voix brouillée et « 23e étage ». Après la 3e tentative sans résultat, j'ai dit que puisque je ne pouvais pas comprendre, j'allais monter et que je lui donnais rendez-vous dans le couloir. Je me dirige donc vers les ascenseurs principaux, et surprise, ils sont tous les deux au 23e étage. Heureusement,
on a un vieux monte-charge et il est seulement au 7e, alors je l'appelle. Je monte dedans, j'appuie sur le bouton du 23e étage mais rien ne se passe et la porte intérieure ne veut pas se fermer. J'ouvre alors le panneau de réinitialisation et là, d'un coup, on commence à monter, la porte toujours ouverte. Je flippe totalement, l'ascenseur tremble à cause de la vitesse et de son âge. Je me colle au fond et, enfin, j'arrive au 23e. Je sors, la porte se ferme sans problème, et je regarde autour de moi. Personne. Je marche lentement dans le couloir en essayant d'écouter s'il y a quelqu'un d'éveillé, mais rien. Alors je fais demi-tour et vais du côté des ascenseurs normaux. Quand j'arrive, les portes sont grandes ouvertes. J'étais déjà pas rassuré, mais je me dis que les ascenseurs peuvent simplement déconner. Je monte dedans en me disant que je les réinitialiserai en bas, et là, j'entends la porte de la cage d'escalier du fond se refermer. Je ressors immédiatement et cours vers la cage d'escalier. Évidemment, il n'y a personne, mais la porte d'entretien de la salle des machines est entrouverte, alors que je suis censé être le seul avec une clé. En haut du bâtiment, il y a une grande salle des machines remplie de machinerie très bruyante, qui donne aussi accès au toit. Je déteste y aller, c'est sinistre et personne n'y va jamais. Mais là, je suis vraiment en panique, alors je prends mon courage à deux mains et j'entre. Je crie, il y a quelqu'un, aucune réponse. Les lumières clignotent parce que ce sont des vieux néons pourris, je vois mal, mais tout au fond, je distingue la porte qui mène au toit, légèrement entrée-ouverte. J'avance lentement, vérifie chaque espace entre les machines, et ne vois personne. J'ouvre alors la porte du toit. Je ne vois personne dehors, mais comme le toit fait un petit détour, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un prêt à sauter. Je sors, en laissant la porte comme je l'ai trouvée, entrouverte. Presque aussitôt, la porte se ferme violemment. J'aurais pu croire que c'était le vent ou autre, mais cette porte est super difficile à ouvrir et à fermer. Vraiment difficile. Je me précipite, attrape la poignée, la tire avec force, claque la porte derrière moi et cours direct jusqu'à la porte d'entretien. Elle se verrouille automatiquement, donc je la claque aussi et redescends au 23e, monte dans l'ascenseur, les portes toujours ouvertes, et descends jusqu'au rez-de-chaussée. Je retourne dans le hall et à peine assis, le téléphone sonne. Je décroche, sans rien dire, et bien sûr, même voix brouillée, me disant que 23e étage. J'ai raccroché, coupé la sonnerie et j'ai passé le reste de la nuit à fixer l'écran de surveillance du parking. Il y a eu plein d'autres choses flippantes dans ce bâtiment. C'est un peu comme l'hôtel Overlook la nuit. Un soir, je suis passé devant une pièce sombre au rez-de-chaussée et j'ai cru voir, moi-même à l'intérieur. Le lendemain, alors que je nettoyais cette pièce, les lumières se sont éteintes d'un coup, je me suis retourné et j'ai vu une brève silhouette de moi-même passer devant la porte. Je venais d'avoir 22 ans quand mes parents ont vendu leur maison et acheté une propriété à la campagne. Sur le terrain, il y avait un grand hangar, pas très loin de la maison, que j'ai décidé d'aménager pour en faire mon chez-moi. Bon, parfois je me sentais un peu mal à l'aise dans ce hangar, mais comme mon chien restait toujours avec moi, ce n'était pas si terrible. Bref, ça faisait à peine 2 semaines que j'y vivais. Une nuit, j'étais sur l'ordinateur, mon chien endormi à mes pieds, et j'ai eu besoin d'aller pisser. Je sors donc faire ça dehors. Il faisait super beau, le ciel était clair et les étoiles magnifiques. Et là, j'entends la porte du hangar claquer derrière moi. Je me retourne aussitôt et j'essaie de l'ouvrir, mais impossible. Elle est bloquée. Et depuis l'intérieur, j'entends mon chien commencer à grogner, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Il se met à aboyer, et moi je panique, j'essaie d'ouvrir la porte en vain. Faut que je précise que je mesure 1,95 m et que je suis plutôt costaud, je fais du sport, tout ça. Mais même en me jetant de tout mon poids sur la porte, elle ne bouge pas. Et là, les aboiements de mon chien se transforment en gémissements, puis en plaintes, puis plus rien. Le silence. Alors avec toute ma force, je donne un énorme coup dans la porte, et elle s'ouvre d'un coup. À l'intérieur, la lumière est éteinte, il fait noir complet. J'essaie de l'allumer mais elle ne répond pas,
Je ne vois absolument rien. Mon chien est introuvable, alors je tâtonne partout pour trouver une lampe torche. Je finis par en mettre la main sur une, je l'allume, et j'étais loin d'être prêt pour ce que j'allais voir. Mon chien s'était littéralement tassé dans le coin le plus sombre et le plus reculé de la pièce. Il avait les yeux fermés et tremblait de tout son corps. Je me suis précipité vers lui, et dès que j'ai été assez près, il m'a sauté dans les bras et n'a plus voulu en descendre. Je l'ai pris avec moi et je jure que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Je ne suis jamais retourné dans ce hangar, et mon chien refusait même de s'en approcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là dans le hangar, mais je ne l'oublierai jamais. Quand j'avais 15 ans, j'étais profondément déprimé, et je luttais énormément avec des troubles obsessionnels compulsifs et de l'anxiété. C'en était arrivé au point où j'avais décidé de me suicider. J'avais tout préparé, la date, l'endroit, la méthode, etc., et j'ai attendu. J'ai attendu environ une semaine, jusqu'à ce que mes parents sortent dîner. J'ai accroché un mot à ma porte leur disant de ne pas rentrer et d'appeler directement la police. Je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements, j'ai pris une douche, coiffé mes cheveux et j'ai mis une lettre de suicide dans la poche de ma chemise. Mon père avait plusieurs armes à feu, et j'en ai choisi une, un pistolet Beretta 92, ou quelque chose dans ce genre. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai mis un peu de musique, et je me suis allongé sur mon lit. J'ai placé le canon dans ma bouche, chanté quelques paroles de Free Fallin en pleurant, puis j'ai appuyé sur la détente. Et là, c'est comme si j'étais sorti de moi-même. J'ai eu une sorte de vision en troisième personne, où je me regardais. Je me voyais allongé sur le lit, mort, affalé, du sang partout. Je suis resté à regarder cette scène, figé, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, d'un coup, c'est comme si tout l'air avait été expulsé de mes poumons, et je suis revenu dans mon corps. Clic. L'arme s'était enrayée. Je l'ai jetée au sol et j'ai pleuré dans mon oreiller pendant des heures, avant de tout ranger et d'aller me coucher. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est réellement passé ce jour-là, mais je suis plus reconnaissant que je ne saurais le dire. Après ça, j'ai vraiment décidé de faire un effort pour changer ma vie, et j'y suis arrivé. C'est terrifiant de penser que je ne serais peut-être plus là aujourd'hui si ça avait marché. Il y a longtemps, j'ai eu une conversation avec un ancien collègue de travail qui m'a raconté quelque chose d'étrange. Les détails sont un peu flous, mais il m'a expliqué qu'un jour, alors qu'il était chez lui, il avait ressenti un besoin soudain, irrépressible, de sortir et de se tenir sur sa pelouse. Il a insisté sur le fait que c'était un sentiment incroyablement fort, clair, comme une évidence. En sortant, il a vécu une sorte de vacillement. Il a juste dit que tout s'était détraqué pendant un court instant. Il a ressenti une forme de détachement, comme s'il était en dehors de lui-même ou de la réalité. Puis tout est redevenu normal, et il s'est tourné pour rentrer à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à devenir visiblement troublé en me racontant la suite, et m'a demandé de ne pas le prendre pour un fou. Ce qu'il a vu ensuite, c'était sa voiture garée dans la rue. Même modèle, même plaque d'immatriculation, mais une couleur différente. Il était déjà déstabilisé, mais encore plus quand sa femme est sortie de la maison pour lui demander ce qu'il faisait. Il m'a dit que c'était elle, en apparence, mais pas vraiment. Il avait l'impression profonde que quelque chose avait changé. À partir de ce moment-là, elle s'est mise à aimer des aliments qu'elle détestait avant, et elle parlait parfois de souvenirs qu'il ne partageait absolument pas. Des souvenirs de moments, de lieux, de situations qui ne correspondaient à rien de ce qu'ils avaient vécu ensemble. Il m'a dit que même ses trajets quotidiens semblaient différents. Le chemin était toujours le même, mais il y avait des bâtiments qu'il n'avait jamais vus auparavant et qu'il était certain n'avaient jamais été là. Comme s'ils avaient été ajoutés. Il a aussi remarqué que certaines personnes qu'il connaissait bien dans d'autres départements au travail avaient tout simplement disparu. Et quand il posait des questions à leur sujet, les autres ne semblaient même pas se souvenir qu'elles avaient existé. Il était en parfaite santé, mentalement stable, un gars ordinaire et posé. Mais il m'a confié qu'il mesurait désormais sa vie en deux parties, avant ce jour-là, et après. Pour lui,
environ 15% de son existence avait changé, d'un coup, cet après-midi-là. Nous nous sommes perdus de vue avec le temps, changement de poste oblige, mais cette conversation m'a marqué. Depuis, je ne suis plus aussi certain de la solidité ou de la permanence de ce qu'on appelle la réalité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.